En hiver 1847, dans une petite ville près de Salem, dans le Massachusetts, une jeune femme nommée Latoya fut admise à l'infirmerie Blessed Mercy, un hôpital religieux dirigé par des ministres protestants. Ce qui se produisit pendant ces 37 jours de traitement fut si troublant que les médecins présents brûlèrent la plupart de leurs dossiers. Seul le journal personnel d'un des docteurs survécut, caché dans le grenier de sa famille pendant plus d'un siècle. Le dossier, marqué « confidentiel, à ne jamais divulguer », contenait des détails qui remettaient en question tout ce que la communauté médicale croyait savoir sur l'esprit et l'âme humain. Les dirigeants de l'église locale firent pression sur l'hôpital pour que les archives soient scellées définitivement, et 3 des 7 médecins qui avaient soigné Latoya quittèrent par le Massachusetts dans les 6 mois, sans jamais pratiquer la médecine de nouveau. Ce que vous allez entendre n'a jamais été raconté dans son intégralité jusqu'à aujourd'hui. Si vous avez le courage de découvrir les secrets les plus sombres que les institutions religieuses ont tenté d'enterrer, abonnez-vous et indiquez dans les commentaires de quel état vous écoutez. Cette chaîne n'est pas faite pour tout le monde, seulement pour ceux qui osent chercher la vérité que d'autres craignent de révéler. L'histoire commence par ce qui semblait être une admission de routine dans un hôpital fier de combiner la compassion chrétienne avec les connaissances médicales les plus récentes de l'époque. La ville de Millbrook, dans le Massachusetts, se dressait comme une sentinelle, vigilante à 15 miles au nord-ouest de Salem. Ses églises blanches s'élevaient au-dessus de modestes maisons en bois qui abritaient à peine 800 habitants. En 1847, la communauté restait profondément divisée entre les familles congrégationalistes, établies depuis 1692, et le nombre croissant d'immigrants irlandais catholiques venus chercher du travail dans les filatures le long de la rivière Mary. L'infirmerie Blessed Mercy se trouvait au cœur de cette tension, un bâtiment en briques de 3 étages, érigé en 1834 par le révérend Ézéchiel Whittemore, un ministre congrégationaliste sévère qui croyait que guérir le corps exigeait d'abord de purifier l'âme. Avec 20 lits, c'était le plus grand établissement médical entre Boston et la frontière du New Hampshire, attirant des patients de tout le comté d'Essex. Son personnel de 7 médecins, tous des hommes protestants formés à la faculté de médecine de Harvard, se targuait d'allier méthodes scientifiques et principes chrétiens dans leur pratique. Le docteur Jonathan Aldridge, médecin-chef de l'hôpital, avait étudié sous la direction du célèbre aliéniste docteur Samuel Woodward à l'hôpital d'État de Worcester. À 34 ans, Aldridge possédait un esprit méthodique et une foi inébranlable, tant dans le progrès médical que dans la providence divine. Ses collègues respectaient ses approches novatrices pour traiter ce qu'ils appelaient les troubles de l'esprit, des affections que d'autres médecins rejetaient dès souvent comme de simples faiblesses morales ou des possessions démoniaques. La routine quotidienne de l'hôpital commençait à 5 heures du matin par une prière collective, suivie de la tournée des salles, et se terminait chaque soir par la lecture des Écritures. Les patients, quelle que soit leur confession, étaient tenus de participer à ces pratiques chrétiennes. Les sœurs du couvent du Sacré-Cœur voisin, malgré leur foi catholique, étaient autorisées à assurer les soins infirmiers en raison de leur formation médicale. Un arrangement controversé qui provoquait de vifs débats dans les églises protestantes de la ville. Le docteur Aldridge tenait des registres méticuleux de chaque patient, remplissant des journaux reliés en cuir d'observations détaillées sur les symptômes, les traitements et les résultats. Son bureau personnel, situé au 3e étage de l'hôpital, contenait des centaines de ces volumes, remontant à la fondation de l'institution. Il croyait que comprendre la condition humaine nécessitait de documenter non seulement les maladies physiques, mais aussi les luttes spirituelles et émotionnelles qui les accompagnaient. L'hiver de 1847 avait été particulièrement rigoureux, avec des températures descendant sous 0 pendant des semaines entières. Les chaudières de l'hôpital peinaient à chauffer les couloirs mal isolés, et l'odeur constante d'acide phénique mêlée à la fumée de bois créait une atmosphère que les patients décrivaient souvent comme oppressante,
C'est dans cet environnement que Latoya arriva, portant avec elle un mystère qui allait de remettre en cause tout ce que le personnel médical croyait sur la nature de la souffrance humaine. Le matin du 15 janvier 1847, une calèche tirée par des chevaux luttait contre les rues enneigées de Millbrook, transportant une jeune femme qui allait bientôt devenir le sujet du cas le plus troublant de l'histoire de l'hôpital. Latoya semblait avoir une vingtaine d'années, avec des cheveux foncés et une peau mate, suggérant une ascendance mixte, un détail qui allait se révéler significatif dans l'atmosphère de préjugés du Massachusetts de 1847. Elle avait été trouvée 3 jours plus tôt par un fermier nommé Silas Hartwell, découverte inconsciente dans sa grange, vêtue seulement d'une fine robe de coton, malgré le froid glacial. Lorsqu'elle reprit conscience, elle parla à voix basse, affirmant ne se souvenir de rien quant à la façon dont elle et Céline étaient arrivées là. Ses seules possessions étaient une petite bourse en cuir contenant 7 pièces d'argent et un étrange médaillon en laiton sans marque distinctive. Le premier examen du docteur Aldridge révéla une patiente en remarquable condition physique malgré son épreuve. Ses signes vitaux étaient normaux, ses réflexes vifs, et elle ne présentait aucun signe d'engelure ni de malnutrition. Cependant, son comportement frappa immédiatement le médecin comme inhabituel. Elle ne parlait que lorsqu'on s'adressait directement à elle, répondait aux questions avec une précision déconcertante et semblait posséder une conscience presque surnaturelle de son environnement. Lorsqu'il lui demanda son nom complet, elle répondit simplement « Latoya », rien de plus. L'aspect le plus déconcertant de son cas apparut lors de son admission. Quand on l'interrogea sur ses croyances religieuses, l'attitude de Latoya changea brusquement. Ses mains se mirent à trembler, sa respiration devint haletante, et elle murmura dans une langue que le docteur Aldridge supposa être du latin. Mais le docteur Marcus Brennan, le plus jeune médecin de l'hôpital, qui avait étudié les langues classiques à Harvard, réalisa rapidement qu'il s'agissait d'un dialecte qu'il ne pouvait identifier. Les mots ne suivaient pas la grammaire latine, nota Brennan dans son rapport. Ils semblent être un mélange de plusieurs langues, peut-être avec des éléments africains ou caribéens. La patiente les prononce avec une telle fluidité qu'ils semblent lui être naturels. Pourtant, interrogée à ce sujet, elle affirme ne parler que l'anglais. Durant sa première nuit à l'hôpital, le personnel infirmier signala des événements étranges. Sœur Mary Catherine, une religieuse du couvent du Sacré-Cœur, remarqua que Latoya semblait anticiper les événements avant qu'ils ne se produisent. Elle se redressait dans son lit quelques secondes avant que le veilleur de nuit ne fasse sa ronde, demandait de l'eau précisément au moment où il fallait en puiser et se réveillait juste avant que les cloches de l'église ne sonnent, comme si une horloge intérieure guidait ses gestes. Plus troublants encore furent les récits des autres patients. Madame Zelena Hitchcock, une femme de 50 ans en convalescence après une pneumonie, affirma que Latoya lui avait parlé dans son sommeil, décrivant avec une exactitude parfaite la mort de son mari, survenue 5 ans plus tôt, des détails qu'elle n'avait jamais partagés avec quiconque à l'hôpital. Interrogée, Latoya insista qu'elle n'avait jamais parlé à Madame Hitchcock et ignorait tout d'un mari décédé. Le docteur Aldridge rejeta d'abord ces récits comme de simples délires de malade, mais son scepticisme commença à vaciller lorsqu'il fut témoin d'un événement qui remit en cause sa vision rationnelle du monde. Le soir du 18 janvier, alors qu'il effectuait sa dernière ronde, il observa Latoya assise sur son lit, les yeux clos, parlant dans la même langue inconnue qu'à son arrivée. Sa voix résonnait avec une clarté inquiétante, et tandis qu'elle parlait, tous les patients des lits voisins commencèrent à s'agiter. Le détail le plus déstabilisant vint d'un jeune homme, Thomas Brewster, qui se remettait d'une grave blessure à la jambe. Il raconta plus tard au docteur Aldridge qu'en entendant Latoya parler, il avait vu dans son esprit des images vives, des paysages tropicaux qu'il n'avait jamais visités, des gens accomplissant des rituels autour d'un feu, des cérémonies à la fois anciennes et interdites. Quand Latoya cessa soudainement de parler et ouvrit les yeux, Brewster se mit à pleurer,
sans savoir pourquoi. Le docteur Aldridge consigna cet incident dans son journal personnel. La patiente manifeste des comportements qui défient notre compréhension des troubles mentaux. Bien qu'elle ne montre aucun signe d'hystérie ni de mélancolie traditionnelle, sa présence semble influencer les autres patients d'une manière que la science médicale ne peut expliquer. Je me trouve partagé entre ma formation scientifique et des observations qui suggèrent des phénomènes dépassant notre compréhension actuelle. La routine de l'hôpital commença à se modifier autour de la présence de Latoya. Les infirmières rapportaient que leurs tâches habituelles semblaient se dérouler plus facilement lorsqu'elle était calme, mais devenaient presque impossibles lorsqu'elle montrait des signes d'agitation. Les chaudières à charbon du bâtiment, qui avaient mini-peiné tout l'hiver, commencèrent soudainement à maintenir une température constante. Même le problème chronique de rats, qui tourmentait l'hôpital depuis des années, sembla disparaître durant la première semaine de la présence de Latoya. Ces changements n'échappèrent donc pas au révérend Whitmore, qui rendait visite à l'établissement 2 fois par semaine pour offrir un accompagnement spirituel aux patients et au personnel. Lors de sa visite du 20 janvier, il passa près d'1 heure à s'entretenir avec Latoya dans la petite chapelle de l'hôpital. Les membres du personnel rapportèrent plus tard l'avoir vu sortir du sanctuaire, le visage livide, les mains tremblantes, peinant à ramasser son livre de prière et son manteau. Lorsque le docteur Aldridge lui demanda ce qu'il s'était passé, le révérend répondit d'une voix énigmatique « Cette jeune femme possède un savoir qu'aucune âme chrétienne ne devrait détenir. Je crains que nous n'ayons affaire à quelque chose qui dépasse la science médicale, un domaine où seul le jugement de Dieu peut apporter des réponses. » Les inquiétudes du révérend s'avérèrent prophétiques. Dans les jours qui suivirent sa rencontre troublante avec Latoya, l'hôpital connut une série d'événements qui mettraient à l'épreuve la foi et la santé mentale de tous ceux qui participaient à ses soins. Les jours suivants, le docteur Aldridge, un homme fier de son sens de l'observation rationnelle, commença à remarquer des schémas inexplicables. Les patients alités depuis des semaines montraient soudain des signes d'amélioration spectaculaires lorsqu'on plaçait Latoya dans le lit voisin du leur. À l'inverse, ceux qui exprimaient du malaise en sa présence semblaient rechuter, leur état se dégradant à mesure que leur peur augmentait. Le docteur Brennan, dont la curiosité pour la langue mystérieuse de Latoya l'avait conduit à fouiller des textes anciens, fit une découverte qui le hanterait jusqu'à la fin de sa carrière. Dans les archives maritimes de la Société historique de Salem, il trouva des références à un navire négrier nommé Esperanza, qui s'était échoué sur la côte du Massachusetts en 1823. Parmi les survivants secourus figurait une jeune fille décrite comme parlant dans des langues inconnues des oreilles chrétiennes et possédant une connaissance des arts de guérison qui dépassait la philosophie naturelle. Le manifeste du navire, écrit à l'encre pâlie, mentionnait parmi sa cargaison humaine une enfant nommée Latoya, âgée d'environ 4 ans au moment du naufrage. Selon les registres, elle avait été confiée à une famille presbytérienne de Peabody, mais avait disparu 3 ans plus tard, ne laissant derrière elle qu'une note écrite dans une langue incompréhensible, la même, selon Brennan, que celle qui l'avait entendue parler. « Les implications sont vertigineuses », écrivit le docteur Brennan dans une lettre privée à un collègue de Harvard. Si c'est bien le même individu, elle aurait aujourd'hui 28 ans. Pourtant, notre patiente n'en paraît pas plus de 22. De plus, les documents indiquent qu'elle fut élevée dans une famille aux croyances chrétiennes rigides. Comment aurait-elle alors acquis une connaissance aussi intime de pratiques spirituelles africaines? Le docteur Aldridge rejeta d'abord la théorie de son collègue, la jugeant pure coïncidence. Mais lorsqu'il mentionna à Latoya le nom du navire négrier au cours d'une de leurs séances, sa réaction fut immédiate et bouleversante. Elle se mit à parler rapidement dans la langue inconnue, des larmes coulant sur ses joues, serrant contre elle le médaillon en laiton retrouvé sur elle le jour de son admission. Pour la première fois depuis son arrivée, Latoya partagea des fragments de son passé.
Elle parla de souvenirs éclatés, un navire ballotté par la tempête, le cliquetis des chaînes, l'odeur de la mort, et des voix criant dans des langues qu'elle comprenait sans pouvoir les nommer. Elle décrivit avoir été emmenée dans une maison où ils ont tenté de laver ce que j'étais, puis s'être enfuis dans les bois, là où vivaient encore ceux qui se souvenaient des anciennes voix. « Je ne vieillis pas comme les autres », murmura-t-elle un jour au docteur Aldridge. « Le temps s'écoule différemment pour ceux qui portent le poids des générations. Je me souviens d'avoir été jeune, mais je me souviens aussi d'avoir été vieille. Je me souviens d'être morte, et je me souviens d'être née. La ligne entre le passé et le présent s'est effacée il y a longtemps. » Le docteur Aldridge nota ces propos avec un malaise croissant. En homme de science, il cherchait des explications rationnelles. Peut-être Latoya souffrait-elle d'un trouble dissociatif, inventant des récits complexes pour surmonter un traumatisme d'enfance. Pourtant, sa connaissance précise d'événements historiques, sa capacité à prédire de petits incidents dans l'hôpital et son influence inexplicable sur les autres patients indiquaient là quelque chose de bien plus profond. Le personnel commença à se diviser en deux camps. Ceux qui voyaient en Latoya un cas médical fascinant nécessitant une étude méticuleuse, et ceux qui murmuraient qu'elle apportait une présence impie au sein de leur institution chrétienne. Sœur Mary Catherine, malgré sa formation catholique qui l'amenait à reconnaître les mystères spirituels, se sentit attirée par la perspective scientifique. « J'ai été témoin de ce que l'Église appelle des miracles », confia-t-elle au docteur Aldridge. « J'ai vu la prière guérir les malades et apaiser les mourants. Mais ce que je ressens en présence de cette jeune femme est différent, ancien, primitif, lié à des forces qui existaient bien avant la venue du Christ. Ce n'est pas maléfique, mais ce n'est pas entièrement bon non plus. Cela semble simplement ancien. » La tension atteignit son paroxysme lorsque Madame Hitchcock, la patiente atteinte de pneumonie qui affirmait que Latoya lui parlait de son mari défunt, fit une demande qui choqua tout le personnel. Elle supplia qu'on la déplace dans le lit adjacent à celui de Latoya, affirmant que sa proximité lui apportait des rêves de son mari d'un réalisme troublant. « Elle ne se contente pas de me parler, » expliqua-t-elle au docteur Aldridge. « Elle m'aide à me souvenir de choses que j'avais oubliées. Le rire de Samuel quand il était vraiment heureux. Les chansons qu'il fredonnait en travaillant dans le jardin. Les mots exacts qu'il m'a dit le jour de notre mariage. C'est comme si elle pouvait atteindre le passé et en ramener des fragments. » Le docteur Aldridge accepta à contre-cœur ce transfert, mais les conséquences dépassèrent toutes les attentes. D'autres patients commencèrent à faire les mêmes demandes, attirés par les récits de rêves vifs, d'amélioration soudaine de leur état et d'une paix intérieure qu'ils n'avaient jamais connue. Mais toutes les réactions n'étaient pas positives. Jacob Morrison, un marchand en convalescence après une grave dysenterie, devint de plus en plus agité en présence de Latoya. Il affirmait faire des cauchemars emplis de violence et de souffrance, des images de personnes enchaînées, de cris déchirants. Son état s'aggrava au point que le docteur Aldridge dut le transférer dans une autre aile. « Elle apporte avec elle les péchés du passé », déclara Morrison pendant un moment de lucidité. « Je vois des choses dans mes rêves que je n'ai jamais vécues, mais qui me semblent des souvenirs. Je me vois comme un autre homme, quelqu'un qui a commis des atrocités. Je ne peux échapper à la culpabilité d'actes que je n'ai jamais posés. » Ces réactions polarisées créèrent une atmosphère de tension qui imprégna tout l'hôpital. Certains membres du personnel évitaient Jill l'aile de Latoya pendant leur pause, tandis que d'autres trouvaient des prétextes pour rester près de sa chambre. Le docteur Aldridge remarqua que les employés les plus jeunes semblaient moins affectés par sa présence, tandis que les plus âgés, surtout ceux animés d'une foi fervente, manifestaient une anxiété croissante. La situation prit une tournure décisive lorsque le révérend Whitmore revint à l'hôpital pour sa visite hebdomadaire. Cette fois, il était accompagné de 2 autres pasteurs, le révérend Isaiah Blackwood de la première église baptiste et le révérend Cornelius Marsh de la congrégation méthodiste. Ensemble, ils demandèrent une réunion privée avec le docteur Aldridge pour discuter de ce qu'ils qualifièrent de « questions de graves préoccupations spirituelles ».
Nous avons des raisons de croire, commença le révérend Whitmore, d'une voix à peine audible, que votre patiente pourrait pratiquer des formes de culte non seulement non chrétiennes, mais nuisibles au bien-être spirituel d'autrui. Nous avons reçu des témoignages de familles, de patients, affirmant que leurs proches parlent de rêves et de visions qui n'ont rien à voir avec la révélation chrétienne. Le docteur Aldridge se retrouva tiraillé entre son serment médical et l'autorité religieuse qui finançait son établissement. Les inquiétudes des ministres n'étaient pas entièrement infondées. Il avait lui-même observé des changements inexplicables chez ses patients. Pourtant, il savait aussi que Latoya ne montrait aucun signe de malveillance ou de manipulation. Si quelque chose, elle semblait aussi déconcertée que quiconque par les effets de sa présence. La réunion se conclut par un accord qui allait de marquer un tournant dans l'affaire. Les ministres seraient autorisés à observer les interactions de Latoya avec les patients, tandis que le docteur Aldridge pourrait poursuivre son évaluation médicale sans interférence. Aucune des deux parties n'avait prévu que ce compromis mènerait à des découvertes qui remettraient en question à la fois la compréhension scientifique et religieuse de la nature humaine. La période d'observation conjointe commença le 1er février 1847, avec le docteur Aldrich et les 3 ministres établissant un protocole minutieux pour surveiller les interactions de Latoya avec les patients et le personnel. Ce qu'ils découvrirent au cours des semaines suivantes allait profondément bouleverser leur compréhension du cas et soulever des questions auxquelles aucun d'eux ne se sentait prêt à répondre. Le révérend Blackwood, dont les racines baptistes mettaient l'accent sur l'expérience spirituelle personnelle, fut le premier à remarquer ce qu'il appela des synchronicités dans le comportement de Latoya. Elle commençait à parler dans la langue inconnue, précisément lorsque les patients traversaient des moments de détresse émotionnelle profonde, comme si elle pouvait percevoir leurs états intérieurs. Plus étonnant encore, ces paroles semblaient avoir un effet apaisant, même sur les patients incapables de les comprendre. « Je dois l'avouer », écrivit le révérend Blackwood dans son journal intime, « je n'ai jamais été témoin d'une démonstration aussi profonde de ce qui ne peut être décrit que comme une empathie spirituelle. Cette jeune femme semble porter en elle une capacité à absorber et transformer la souffrance des autres. Bien que cela puisse être perçu comme un don du Tout-Puissant, je ne peux le concilier avec aucun précédent biblique. Pendant ce temps, le docteur Aldrich avait commencé à mener des tests plus systématiques sur les capacités apparentes de Latoya. Avec son consentement, il organisa des rencontres entre elle et des patients, tout en observant derrière un paravent, prenant des notes détaillées sur ses réactions et sur les effets observés chez ceux qu'elle rencontrait. Des résultats défiaient constamment la compréhension médicale conventionnelle. Lors d'une séance, elle fut présentée à M. Jeremiah Couch, un fermier de 70 ans, hospitalisé pour une toux persistante, résistante à tout traitement. En quelques minutes après sa rencontre avec Latoya, M. Couch commença à parler de ses expériences de jeunesse durant la guerre de 1812, décrivant des batailles qu'il n'avait jamais évoquées auparavant. À mesure qu'il parlait, sa toux diminua progressivement, et à la fin de la séance, il respirait plus librement qu'il ne l'avait fait depuis des mois. C'était comme si elle avait aspiré le poison de mes poumons, expliqua plus tard M. Couch au docteur Aldrich. Pas seulement la maladie, mais aussi les souvenirs que je portais depuis 30 ans, ceux de mes amis morts à la guerre. Je lui ai dit des choses que je n'avais jamais dites à ma propre épouse, et le fait de les exprimer à voix haute les rendait plus supportables. Encore plus intrigante fut l'interaction de Latoya avec le jeune Timothy Wadsworth, un garçon de 12 ans admis à l'hôpital après ce que ses parents décrivaient comme des crises de folie. Pendant ces épisodes, Timothy parlait avec des voix qui n'étaient pas les siennes, décrivant des événements de l'histoire de la ville qu'il n'avait jamais appris. Ses parents, convaincus que leur fils était possédé par des démons, avaient cherché à la fois une aide médicale et spirituelle. Lorsque Latoya rencontra Timothy, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le comportement erratique du garçon se stabilisa immédiatement et il commença à parler dans la même langue inconnue que Latoya. Pendant près d'1 heure,
Ils semblèrent mener une conversation, Timothy ne montrant aucun signe de confusion ni de détresse. Le docteur Aldrich, observant depuis sa position cachée, nota que les deux individus semblaient bien le parler avec une connaissance et une compréhension dépassant leur âge et leurs expériences. Le garçon parlait d'événements survenus dans cette ville avant sa naissance, nota Aldrich. Il décrivait l'emplacement de tombes dans l'ancien cimetière dont les registres de l'Église ne faisaient de même pas mention. Il évoquait des familles ayant vécu ici plusieurs générations auparavant, des conflits entre colons et peuples autochtones, des secrets enfouis depuis des décennies. Le plus troublant, c'est qu'il parlait de ces choses non comme de faits historiques appris, mais comme de souvenirs personnels. Lorsque la séance prit un fin, Timothy retrouva son état normal, sans aucun souvenir de la conversation. Cependant, ses crises cessèrent complètement, et une semaine plus tard, ses parents purent le ramener à la maison, totalement rétabli. Les ministres virent là une preuve d'intervention divine, tandis que le docteur Aldrich s'efforçait de trouver une explication scientifique à ce qu'il avait observé. L'affaire prit une tournure encore plus complexe lorsque le docteur Brennan fit une nouvelle découverte dans les archives de la Société historique de Salem. Parmi les papiers d'un ministre décédé nommé Josiah Mather, il trouva une collection de lettres datées de 1826 décrivant une jeune femme vivant dans les bois près de Millbrook. Ces lettres, adressées à un collègue à Boston, détaillaient les efforts du révérend pour civiliser et christianiser cette femme qu'il décrivait comme possédant un savoir païen et parlant des langues antérieures à la tour de Babel. Elle affirme se souvenir des histoires des générations passées, écrivait Mather, non comme des récits transmis par l'enseignement, mais comme des expériences vécues. Elle parle de la souffrance de son peuple, comme si elle l'avait personnellement vécue, et démontre une connaissance des pratiques de guérison qui semblent puiser dans des forces dépassant la compréhension chrétienne. Je crains que dans mes tentatives pour sauver son âme, je n'ai rencontré quelque chose qui remette en cause les fondements mêmes de notre foi. Les lettres révélèrent que le révérend Mather avait passé 3 ans à travailler avec cette jeune femme, qu'il appelait simplement « l'enfant aux nombreuses mères ». Sa dernière lettre, datée de décembre 1829, était brève et troublante. « Je ne peux plus poursuivre cette œuvre. Cette jeune femme m'a révélé des vérités sur la nature de la souffrance humaine que je ne suis pas prête à accepter. Je crains d'avoir entrevu quelque chose que les esprits de mortels ne devaient jamais comprendre. Je prie Dieu de me pardonner d'abandonner cette tâche, mais je ne peux plus servir de pont entre son monde et le nôtre. » Le docteur Brennan partagea cette découverte avec ses collègues, provoquant une nouvelle vague de spéculations sur la véritable identité et les origines de Latoya. La chronologie coïncidait parfaitement avec la période suivant sa disparition de la famille presbytérienne, suggérant une continuité qui s'étendait sur plus de 20 ans. L'atmosphère à l'hôpital devint de plus en plus chargée à mesure que le personnel commença à rapporter des expériences étranges. L'infirmière Margaret Thornton affirma qu'elle avait commencé à faire des rêves vifs concernant des événements historiques de Millbrook, incluant des détails sur la fondation de la ville qu'elle n'avait jamais appris. Le docteur Samuel Hartwell, le plus ancien médecin de l'hôpital, rapporta qu'il se souvenait de conversations avec des patients morts depuis des années, comme si leur voix lui parlait à travers la présence de Latoya. Ces témoignages créèrent un malaise croissant parmi le personnel. Certains commencèrent à éviter complètement l'aile où se trouvait Latoya, tandis que d'autres étaient irrésistiblement attirés par elle, affirmant qu'ils se sentaient plus connectés à leur travail et plus conscients des besoins profonds de leurs patients. Cette division créa des tensions qui affectèrent le fonctionnement quotidien de l'hôpital. Le docteur Aldrich se trouva dans la position difficile de devoir maintenir une objectivité médicale tout en reconnaissant qu'il était confronté à des phénomènes semblant dépasser la science conventionnelle. Ses propres expériences avec Latoya commencèrent à influencer sa vision du monde d'une manière qui l'inquiétait. Il se mit à se souvenir de détails de son enfance qu'il avait longtemps oubliés
et à comprendre les états de ses patients avec une intuition qui semblait contourner sa formation médicale. « Je crains de perdre mon détachement scientifique », confia-t-il dans son journal intime. « La présence de cette jeune femme a éveillé en moi quelque chose que je ne peux nommer. Je me surprends à voir les patients non plus comme des ensembles de symptômes à traiter, mais comme des êtres complexes portant le poids de leurs histoires personnelles, de leurs mémoires ancestrales et de leurs peurs les plus profondes. Cette empathie accrue fait de moi un médecin plus efficace, mais elle me pousse aussi à remettre en question tout ce que je croyais savoir sur la nature de la conscience humaine. » La situation atteignit un point critique lorsque Madame Hitchcock, la patiente atteinte de pneumonie qui avait initialement demandé à être placée près de Latoya, fit une révélation qui allait bouleverser tout le cours de l'affaire. Pensant vivre sa dernière nuit à l'hôpital, elle demanda à parler en privé avec le docteur Aldrich au sujet de quelque chose qu'elle avait appris au fil de ses interactions avec Latoya. « Docteur, murmura-t-elle, la voix faible mais pressante, je dois vous dire quelque chose sur ce qu'elle m'a montré. Ce n'est pas seulement à propos de mon Samuel, ni du passé. Elle m'a montré des choses sur cette ville, sur cet hôpital même, que vous devez savoir. Il y a ici des secrets enfouis, des secrets pour lesquels des gens sont morts, et je crois qu'elle sait où ils sont cachés. » La révélation de Madame Hitchcock provoqua une onde de choc au sein de la direction de l'hôpital. Le docteur Aldrich organisa immédiatement une rencontre privée avec la mourante, tandis que le révérend Whitmore insista pour être présent afin d'apporter une aide spirituelle. Ce qu'ils apprirent, ce soir-là de février, transforma leur compréhension à la fois du cas de Latoya et de l'histoire sombre de Millbrook elle-même. « Elle ne se contente pas de se souvenir du passé, » expliqua Madame Hitchcock, la respiration difficile mais la voix claire. « Elle le porte en elle, comme un fardeau. Au cours de nos conversations, elle m'a montré des choses concernant cette ville, des choses qui se sont produites avant même la naissance de quiconque ici. Elle m'a parlé du terrain sur lequel cet hôpital a été construit, de ce qui s'y est dépassé, avant qu'on y pose la première brique. » Selon Madame Hitchcock, Latoya avait révélé que la Blessed Mercy Infirmary se trouvait sur un ancien cimetière sacré, utilisé par le peuple autochtone Pennock. Cette zone était considérée comme spirituellement si importante que les anciens y réalisaient des cérémonies pour honorer non seulement leurs propres ancêtres, mais aussi les esprits de ceux qui avaient souffert et péri dans la région, y compris les esclaves amenés au Massachusetts au début de la colonie. « Elle a parlé des ossements sous les fondations, » poursuivit Madame Hitchcock, « pas seulement des os natifs, mais aussi des restes de personnes mortes enchaînées, enterrées sans rite chrétien, oubliées par l'histoire. » Elle ajouta, « Leurs esprits appellent à la reconnaissance, à la justice, à quelqu'un qui se souvienne de leurs noms et de leurs histoires. » Un frisson parcourut le docteur Aldrich, sans rapport avec le froid de février. L'état des registres de construction de 1834 mentionnait que la découverte de sépultures irrégulières pendant l'excavation, mais le révérend Whitmore avait ordonné qu'elles soient discrètement déplacées pour faire place aux fondations. Le visage du ministre pâlit aux paroles de Madame Hitchcock, confirmant ce que Dr. Aldrich commençait à soupçonner. « Il y a plus, » chuchota Madame Hitchcock. « Elle m'a parlé d'un médecin qui travaillait ici à l'époque, le docteur Nehemiah Blackwood, le père du révérend Blackwood. Il menait des expériences sur les patients, en particulier ceux qui étaient amenés ici contre leur volonté. Des esclaves en fuite, des autochtones capturés, des immigrants sans famille pour les défendre. Il cherchait à comprendre ce qu'il appelait l'esprit primitif. Et il tenait des registres détaillés de tout ce qu'il faisait. Les implications étaient terrifiantes. Si les révélations de Latoya étaient exactes, l'hôpital avait été bâti sur des tombes, à la fois littéralement et métaphoriquement, et ses premières années avaient été marquées par des pratiques médicales contraires à toute charité chrétienne. Le docteur Aldrich comprit qu'il devait enquêter, même si cela risquait de détruire l'institution qui l'employait. Durant les jours suivants,
Il entreprit une recherche minutieuse dans les archives les plus anciennes de l'hôpital, conservées au sous-sol. Ce qu'il y découvrit le hanterait pour le reste de sa vie. Caché parmi des rapports médicaux et documents administratifs, il trouva une collection de journaux reliés en cuir portant le nom du docteur N. Blackwood. Ces volumes décrivaient pour des expériences et procédures qui auraient été jugées horribles, même selon les standards de 1847. Le docteur Nehemiah Blackwood avait bien mené des expériences médicales non autorisées sur des patients vulnérables. Ces journaux relataient ses tentatives de cartographier ce qu'il appelait les caractéristiques raciales de la réponse à la douleur, des procédures destinées à tester les limites de l'endurance humaine et des études détaillées sur la manière dont différents groupes ethniques réagissaient à diverses formes de torture psychologique. Plus troublante encore, il recherchait volontairement des patients affirmant posséder des capacités spirituelles ou des savoirs culturels étrangers à la tradition chrétienne. J'ai identifié plusieurs spécimens qui présentent ce que l'on ne peut décrire que comme une illumination païenne, écrivait-il dans une de ses notes. Ces individus, principalement d'origine africaine ou autochtone, manifestent une sensibilité accrue à des stimuli qui n'affectent pas les patients chrétiens. En les soumettant à des conditions de stress contrôlées, j'espère isoler la source de leurs aptitudes anormales et déterminer si de tels traits peuvent être éliminés par une intervention médicale appropriée. Les journaux révélaient que le docteur Blackwood s'intéressait particulièrement aux patients qui parlaient des langues inconnues ou semblaient bien déconnaître des événements historiques qu'ils ne pouvaient avoir vécus. C'est un traitement combiné donc contraintes physiques, privations sensorielles et ce qu'il appelait réalignement spirituel, des procédures destinées à rompre le lien entre les patients et leurs souvenirs culturels ou ancestraux. Le plus effrayant était son ultime entrée, datée du 15 novembre 1838. La jeune femme amenée des bois résiste à tous les traitements conventionnels. Sa capacité à accéder à des souvenirs semblant s'étendre sur plusieurs générations s'est renforcée malgré nos interventions. J'en conclus qu'elle représente une forme de développement humain incompatible avec la civilisation chrétienne. Pour la sécurité de notre communauté, je recommande qu'elle soit confinée de façon permanente afin d'empêcher la propagation de son influence. Le docteur Aldrich comprit avec horreur que cette jeune femme des bois ne pouvait être autre que Latoya. La chronologie correspondait parfaitement aux lettres du révérend Mather et à la période suivant sa disparition de la famille presbytérienne. Elle avait été capturée, amenée à l'hôpital et soumise à des procédures destinées à détruire son identité et ses dons. Mais les journaux révélaient aussi autre chose. Le docteur Blackwood avait échoué. Ces dernières notes décrivaient des problèmes croissants dans le fonctionnement de l'hôpital, des employés rapportant des cauchemars et des visions, et un sentiment grandissant que le bâtiment lui-même était contaminé par une influence païenne. Le médecin était mort subitement, en décembre 1838, officiellement d'une crise cardiaque, mais ses notes privées suggéraient qu'il souffrait de graves troubles psychologiques les semaines précédant sa mort. Les frontières entre passé et présent commencent à se brouiller, écrivait-il dans son avant-dernier journal. Je me souviens de choses vécues par mes patients comme si elles étaient miennes. Je rêve de chaînes et de fouets, d'enfants arrachés aux bras de leur mère, de cérémonies menées dans des langues que je ne comprends pas. Je crains que, dans ma tentative d'éliminer ces capacités surnaturelles, je n'ai été contaminé par elles. Le docteur Aldrich partagea ses découvertes avec le révérend Whitmore, qui fut contraint d'affronter la terrible vérité sur l'histoire de son hôpital. Le ministre savait pour le terrain d'inhumation et avait approuvé le déplacement des restes, mais il ignorait tout des expériences du docteur Blackwood. Découvrir que son institution avait été fondée sur la souffrance et impliquée dans la torture systématique de patients vulnérables remit en question tout ce qu'il croyait de sa mission. « Nous devons réparer cela », déclara le révérend Whitmore, la voix lourde de culpabilité et de détermination. « Si cette jeune femme porte le poids
de ces injustices depuis presque une décennie, nous avons le devoir chrétien de reconnaître ce qui a été fait et de chercher la rédemption. Mais alors qu'ils se préparaient à confronter Latoya avec ce qu'ils avaient appris, l'hôpital fut le théâtre d'une série d'événements indiquant que la situation était bien plus complexe qu'ils ne l'imaginaient. Des patients dans tout le bâtiment commencèrent à rapporter des rêves communs, des visions d'événements historiques liés au passé obscur de l'institution. Des membres du personnel vécurent des souvenirs qui ne leur appartenaient pas, et le bâtiment lui-même semblait réagir à la prise de conscience de son histoire cachée. Les portes s'ouvraient et se fermaient sans raison. La température dans l'aile de Latoya variait brutalement malgré la saison, et plusieurs employés affirmèrent entendre des voix parlant des langues inconnues. Le docteur Aldrich comprit que la présence de Latoya avait réveillé quelque chose qui dormait depuis près d'une décennie, le poids spirituel accumulé de toutes les âmes ayant souffert et péri sur ces terres. La crise atteignit son paroxysme lorsque le révérend Blackwood, qui luttait contre la honte du passé de sa propre famille, s'approcha du docteur Aldrich avec une confession qui changea tout ce qu'il croyait savoir sur l'affaire. « Je dois vous dire quelque chose au sujet de mon père, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. « Quelque chose que j'ai caché pendant près de 30 ans. Il n'est pas mort d'une crise cardiaque, il s'est donné la mort. Mais avant cela, il m'a parlé de la jeune femme qu'il soignait. Il m'a dit qu'elle lui avait montré des choses sur le passé de notre famille qu'il ne pouvait supporter. Elle lui a fait se souvenir des péchés de nos ancêtres, et il ne pouvait plus supporter le poids de cette connaissance. La révélation que le docteur Nehemiah Blackwood s'était suicidé après avoir été confronté à toute l'ampleur de la participation historique de sa famille à l'esclavage et au génocide, ajouta une nouvelle couche de complexité à l'affaire. Cela suggérait que la capacité de Latoya à accéder aux mémoires ancestrales ne se limitait pas à son propre héritage, mais pouvait s'étendre à quiconque entrait en contact avec elle. Alors que le personnel de l'hôpital luttait pour assimiler ces révélations, il réalisa qu'il faisait face à quelque chose de bien plus important qu'une simple crise de santé mentale d'une patiente. Latoya représentait un lien vivant avec l'histoire refoulée de leur communauté. Un réceptacle de souvenirs englobant non seulement la souffrance des opprimés, mais aussi la culpabilité des oppresseurs. Sa présence avait éveillé la dette spirituelle accumulée des générations, et désormais, tous ceux qui étaient liés à l'hôpital allaient en devoir affronter le véritable coût des actions de leurs ancêtres. La question qui hantait le docteur Aldrich, alors qu'il se préparait à ce qu'il savait être une confrontation finale avec Latoya, était de savoir si reconnaître cette histoire apporterait la guérison ou la destruction. La jeune femme avait déjà démontré qu'elle pouvait affecter la santé mentale et physique de tous ceux qui l'entouraient. Mais que se passerait-il lorsqu'on lui donnerait enfin l'occasion de partager toute la vérité sur ce qu'elle avait vécu et observé? Le matin du 20 février 1847, le docteur Aldrich prit une décision qui allait définir le reste de sa carrière et transformer fondamentalement la vie de tous ceux qui travaillaient à l'Infirmary of Blessed Mercy. Il réunit le personnel supérieur de l'hôpital, les 3 ministres et un groupe choisi de patients les plus stables dans la chapelle principale, où il annonça son intention de permettre à Latoya de s'exprimer librement sur ses expériences pour la première fois depuis son arrivée. Nous avons passé des semaines à essayer de comprendre la condition de cette jeune femme à travers le prisme de la science médicale et de la doctrine chrétienne, déclara-t-il devant l'Assemblée. Mais je crois que nous avons posé les mauvaises questions. Au lieu de chercher à la guérir ou à la contenir, nous devons écouter ce qu'elle essaie de nous dire sur l'histoire de ce lieu et sur les personnes qui y ont souffert. Latoya entra dans la chapelle, vêtue d'une simple robe blanche fournie par l'hôpital. Mais son attitude était transformée. Elle n'était plus la patiente docile et silencieuse qu'il connaissait. Elle avançait avec une assurance et une dignité qui semblaient émaner du plus profond d'elle-même. Et lorsqu'elle parla, sa voix portait l'autorité de quelqu'un qui avait été témoin de plusieurs siècles d'expérience humaine. « Je ne suis pas une seule personne, » commença-t-elle,
ces mots clairs et précis. Je suis la gardienne des souvenirs que d'autres ont choisi d'oublier. Je porte en moi les voix de ceux qui sont morts sans être entendus, les histoires de ceux qu'on a effacés de vos livres d'histoire, la douleur de ceux qui ont souffert en silence. Ce que vous appelez ma maladie, moi je l'appelle ma mission. » Elle se déplaça vers le centre de la chapelle, et tandis qu'elle le faisait, la température de la pièce sembla changer, devenant à la fois plus chaude et plus froide, comme si différentes saisons occupaient là le même espace. Plusieurs personnes dans le public poussèrent des exclamations, sentant ce qu'elles décrirent plus tard comme la présence d'autres êtres invisibles se tenant aux côtés de Latoya, remplissant la chapelle d'esprits qui attendaient, depuis des décennies, d'être reconnus. Ce bâtiment se dresse sur une terre sacrée, poursuivit Latoya, sa voix prenant une qualité rythmique qui semblait résonner dans les murs mêmes. Avant que vos ancêtres n'y construisent de leur hôpital, mon peuple, et je revendique la parenté avec tous ceux qui ont souffert, se rassemblaient ici pour honorer les morts et guérir les vivants. Les Pennacook ont enterré leurs êtres sacrés ici, et plus tard, les corps des esclaves furent-ils cachés dans cette terre lorsque leurs maîtres leur refusèrent une sépulture digne. Le docteur Aldridge sentit son scepticisme scientifique s'effondrer en voyant l'effet de ses paroles sur la foule. Des patients qui souffraient de divers maux se redressaient, respiraient plus librement, comme si un poids invisible était en train d'être levé de leurs épaules. Des membres du personnel, qui avaient l'âme rapporté des rêves et des visions étranges, acquiesçaient en silence, tandis que Latoya décrivait des expériences correspondantes aux leurs. Lorsque le docteur Nehemiah Blackwood m'a amené ici en 1838, il croyait pouvoir rompre le lien entre mon esprit et les ancêtres qui parlent à travers moi, dit-elle en fixant le révérend Blackwood, dont le visage était devenu livide. Il a utilisé des instruments et des techniques destinées à briser les liens qui me permettent de porter leurs souvenirs. Mais la souffrance n'a fait qu'approfondir ma capacité à garder leurs histoires. Chaque moment de douleur qu'il m'a infligé a ajouté une voix de plus au cœur que je porte en moi. La révélation que Latoya avait été prisonnière dans l'hôpital pendant des mois, soumise à des procédures expérimentales destinées à détruire son identité culturelle, provoqua un choc dans l'audience. Plusieurs membres du personnel éclatèrent en sanglots en réalisant qu'ils travaillaient dans une institution fondée sur une cruauté systématique. « Votre père, dit Latoya en s'adressant directement au révérend Blackwood, n'a compris ce qu'il avait fait que dans ces dernières semaines. Les souvenirs que je porte ne concernent pas seulement la souffrance de mon peuple, mais aussi la douleur infligée par tous ceux qui sont venus avant nous. Lorsqu'il a regardé dans mes yeux pendant notre dernière séance, il n'a pas seulement vu l'angoisse de ses victimes, mais aussi le tourment spirituel qui découle de la participation à un tel mal. Il n'a pas pu vivre avec cette connaissance. » Le révérend Blackwood se leva, les jambes tremblantes, des larmes coulant sur son visage. « Que pouvons-nous faire ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Comment pouvons-nous réparer ce qui a été fait ?» L'expression de Latoya s'adoucit et, pour la première fois depuis son arrivée à l'hôpital, elle sourit. « La reconnaissance est la première étape vers la guérison, » dit-elle. « Mais la véritable rédemption exige des actes. Les esprits qui se rassemblent en d'ici ne cherchent pas la vengeance, ils cherchent la reconnaissance, le souvenir et l'engagement que de telles souffrances ne seront ni oubliées ni répétées. » Elle s'approcha de l'autel où le révérend Whitmore célébrait ses offices hebdomadaires, et, ce faisant, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Les patients dans la chapelle commencèrent à parler, mais pas avec leur propre voix. Madame Hitchcock, la patiente atteinte de pneumonie qui avait formé un lien si fort avec Latoya, commença à réciter des noms, des dizaines de noms de personnes enterrées sur les terrains de l'hôpital, sans marque ni reconnaissance. Le jeune Timothy Wadsworth, le garçon qu'on avait cru posséder, se leva et décrivit avec une précision parfaite la disposition du cimetière sacré Pennock d'origine, y compris l'emplacement des artefacts cérémoniels
dérangés lors de la construction de l'hôpital. D'autres patients, parlant avec des voix semblant venir d'ailleurs, racontèrent des histoires de familles, séparées par l'esclavage, d'enfants morts en captivité, de rituels et de traditions interdites et oubliées. Le docteur Aldrich comprit qu'il était témoin de quelque chose qui transcendait tout cadre médical ou religieux qu'il avait appris à comprendre. Les patients ne présentaient pas de symptômes de maladie mentale. Ils servaient de canaux à un témoignage historique réprimé depuis des générations. Latoya avait d'une certaine façon créé un espace où les morts pouvaient enfin parler à travers les vivants. La guérison que vous pratiquez dans ce bâtiment, dit Latoya en s'adressant au personnel médical, ne peut être complète tant qu'elle repose sur une fondation de souffrance non reconnue. Chaque patient qui entre ici porte non seulement sa propre douleur, mais aussi le traumatisme hérité de ses ancêtres. Tant que vous n'aurez pas reconnu cette vérité, vos traitements ne feront qu'effleurer la surface de la détresse humaine. Le docteur Samuel Hartwell, le plus âgé des médecins de l'hôpital, se leva avec difficulté et s'approcha de Latoya. « J'exerce la médecine depuis 40 ans, dit-il d'une voix pleine d'émerveillement. J'ai vu des patients guérir de maux qui auraient beau dû les tuer, et j'en ai vu d'autres mourir de troubles mineurs. Je n'ai jamais compris pourquoi certains semblaient emporter des fardeaux bien plus lourds que leurs circonstances individuelles. Vous nous dites que la guérison exige de traiter non seulement les symptômes physiques, mais aussi les blessures générationnelles. » « Oui, » répondit Latoya, « et cela exige de comprendre que les frontières entre la vie et la mort, entre le passé et le présent, ne sont pas aussi fixes que votre science le prétend. Les ancêtres vivent dans nous et leur douleur non résolue devient la nôtre. Leurs affaires inachevées deviennent notre fardeau. Ce n'est qu'en honorant leurs histoires et en apprenant de leurs expériences que nous pourrons espérer guérir nous-mêmes et nos communautés. » Sœur Marie-Catherine, qui observait silencieusement depuis le fond de la chapelle, s'avança. « Dans ma tradition de foi, nous croyons en la communion des saints, l'idée que les morts restent liés aux vivants par l'amour divin. Ce que vous décrivez ressemble à une version plus complexe de cette même vérité. Les esprits qui parlent à travers vous ne sont pas séparés de nous. Ils font partie de l'histoire humaine qui continue. » Latoya hocha la tête avec approbation. « Votre compréhension nous rapproche de la vérité, mais cette connexion s'accompagne de responsabilités. Ceux qui portent les souvenirs ancestraux, comme moi, servent de ponts entre les mondes. Nous aidons les vivants à comprendre le prix de l'oubli et nous aidons les morts à trouver la paix par le souvenir. » L'atmosphère dans la chapelle était devenue chargée d'une énergie que tous les présents pouvaient ressentir, mais que personne ne pouvait pleinement expliquer. Le docteur Aldrich remarqua que la lumière filtrant à travers les fenêtres semblait plus vive, l'air plus pur, et le bruit constant des activités quotidiennes de l'hôpital s'était estompé pour laisser place à un silence paisible. Alors que nous pensions avoir tout vu, l'horreur à Millbrook s'intensifie. Dr Aldrich demanda, bien qu'il soupçonnât déjà la réponse, « Que va-t-il vous arriver maintenant ?»« Mon travail ici est presque terminé, » répondit Latoya. « Les histoires ont été racontées, la reconnaissance a été donnée, et l'engagement au changement a été pris. Les esprits qui attendaient d'être reconnus peuvent commencer à trouver la paix, mais la responsabilité revient maintenant à vous tous. » Elle glissa la main dans les plis de sa robe et en sortit le médaillon en laiton qui avait été sa seule possession à son arrivée. En l'ouvrant, ce n'était ni un portrait, ni un souvenir, mais une petite quantité de terre qu'elle expliqua avoir prélevée sur chaque site sacré où son peuple avait été enterré ou oublié. Cela contient l'essence de tous les lieux où la souffrance a été transformée en sagesse, dit-elle en plaçant le médaillon sur l'autel. Tant que cela restera ici, dans un lieu d'honneur, l'hôpital se souviendra de sa véritable mission. Non seulement guérir les corps individuels, mais traiter les blessures qui traversent les générations. Le docteur Aldrich sentit des larmes couler sur ses joues alors qu'il commençait à comprendre toute l'ampleur de ce qui s'était passé.
Latoya n'était pas simplement une patiente avec un état mental inhabituel. Elle était un réservoir vivant de traumatismes historiques, portant le fardeau de la mémoire collective, attendant le bon moment et les bonnes personnes pour l'aider à partager ce poids. « Te reverrons-nous » demanda-t-il. Le sourire de Latoya était à la fois triste et plein d'espoir. « Vous me verrez dans chaque patient qui porte une douleur inexpliquée, dans chaque famille confrontée à un traumatisme hérité, dans chaque communauté cherchant à guérir de blessures historiques. Le travail que je fais continue à travers ceux qui sont prêts à écouter les voix qui parlent du passé. » Alors qu'elle finissait de parler, quelque chose de remarquable se produisit. Les patients qui avaient servi de conduite pour les voix ancestrales commencèrent à retrouver leur état normal, mais ils conservèrent des souvenirs clairs de ce qu'ils avaient vécu. Plus important encore, ils se sentirent plus légers, comme si des fardeaux dont ils n'avaient mis pas conscience avaient été retirés de leurs épaules. Madame Hitchcock décrivit plus tard cette expérience comme la rencontre spirituelle la plus profonde de sa vie. Elle expliqua qu'après avoir servi de voix pour les morts anonymes, elle se sentit reliée non seulement à son mari défunt, mais à toute la communauté humaine. Ses symptômes de pneumonie, qui avaient résisté à tous les traitements médicaux, disparurent complètement quelques jours après le rassemblement dans la chapelle. Les parents du jeune Timothy Wadsworth rapportèrent que les épisodes de folie de leur fils ne revinrent jamais, mais il conserva une sensibilité inhabituelle aux sites historiques et une capacité à réconforter ceux qui traversaient le deuil ou le traumatisme. Le docteur Aldrich écrivit plus tard que le garçon semblait avoir hérité d'une partie du don de Latoya pour servir de pont entre les vivants et les morts. Mais peut-être que le changement le plus significatif eut lieu chez le docteur Aldrich lui-même. L'expérience dans la chapelle avait fondamentalement transformé sa compréhension de la médecine, de la guérison et de la nature de la conscience humaine. Il commença à développer des approches thérapeutiques qui prenaient en compte non seulement les symptômes physiques, mais aussi les dimensions psychologiques et spirituelles de la maladie, des méthodes qui influenceraient plus tard le développement de ce qui serait connu sous le nom de médecine holistique. Dans les jours qui suivirent le rassemblement dans la chapelle, la Blessed Mercy Infirmary subit une transformation qui étonna à la fois le personnel et les patients. Le bâtiment lui-même semblait respirer plus facilement, comme si un poids qui pesait sur lui depuis des décennies avait enfin été levé. Les patients se rétablissaient plus rapidement. Le personnel travaillait avec un nouvel élan, et l'atmosphère de tension qui avait caractérisé l'hôpital pendant des semaines céda la place à un sentiment de paix et de guérison. Le docteur Aldrich passa de longues heures à documenter tout ce qui s'était passé, créant un dossier détaillé qui servirait à la fois d'étude médicale et de témoignage historique. Cependant, il découvrit rapidement que le climat politique et des religieux du Massachusetts de 1847 n'était pas prêt à accepter les implications de ce qui s'était passé à l'hôpital. Dans la semaine qui suivit le rassemblement dans la chapelle, le révérend Whitmore reçut la visite de plusieurs leaders communautaires influents, y compris le maire de Millbrook et des représentants de la Massachusetts Medical Society. Ils avaient entendu des rumeurs sur des pratiques inhabituelles à l'hôpital et demandaient des explications sur les rapports de patients parlant des langues inconnues et sur l'histoire du bâtiment. Nous ne pouvons pas permettre que cette institution soit associée à des pratiques païennes ou à des absurdités spiritualistes, déclara le maire Harrison Blackwell lors d'une réunion d'urgence avec la direction de l'hôpital. La réputation de notre communauté dépend du maintien de standards chrétiens appropriés dans toutes nos institutions civiles. Le docteur Aldrich se retrouva dans une position impossible. Les preuves de ce qui s'était passé étaient indéniables. Les patients s'étaient vraiment rétablis de conditions qui avaient résisté à tous les traitements conventionnels et le fonctionnement général de l'hôpital s'était considérablement amélioré. Pourtant, il ne pouvait expliquer ces améliorations sans reconnaître des phénomènes qui défiaient à la fois l'orthodoxie médicale et la doctrine religieuse. La pression politique s'intensifia lorsque plusieurs membres de famille de patients anciens
commencèrent à poser des questions embarrassantes sur le traitement de leurs proches durant les premières années de fonctionnement de l'hôpital. Les journaux du docteur Nehemiah Blackwood avaient tenté de révéler des abus systématiques qui auraient bien pu entraîner des poursuites pénales si le médecin avait encore été en vie. La direction actuelle faisait face à la possibilité d'actions légales et de scandales publics si la vérité complète sur l'histoire de l'hôpital venait à être connue. C'est Latoya elle-même qui fournit une solution à ce dilemme. Le matin du 28 février, exactement 6 semaines après son arrivée, elle demanda une réunion privée avec le docteur Aldrich. Lorsqu'il arriva dans sa chambre, il la trouva en train de faire ses bagages avec les quelques affaires qu'elle avait acquises durant son séjour. « Il est temps pour moi de partir », dit-elle simplement. « Mon travail ici est terminé, et ma présence continue ne ferait que créer des problèmes pour vous à l'hôpital, docteur. » Aldrich protesta, arguant qu'elle avait encore besoin de soins médicaux et que l'hôpital lui devait compensation pour la souffrance qu'elle avait endurée. Mais la réponse de Latoya révéla la profondeur de sa sagesse et sa compréhension des réalités politiques auxquelles il faisait face. « La guérison nécessaire a eu lieu, » expliqua-t-elle. « Les esprits ont été reconnus. La vérité a été dite, et ceux qui étaient prêts à l'entendre ont reçu le message. Forcer les autres à accepter ce qu'ils ne sont pas prêts à comprendre ne ferait que créer de la résistance et annuler les progrès accomplis. » Elle lui remit une lettre qu'elle avait écrite au conseil d'administration de l'hôpital. Elle y libérait formellement l'institution de toute responsabilité concernant ses soins et demandait que ses dossiers médicaux soient scellés afin de protéger la vie privée de tous les concernés. Elle incluait également des instructions spécifiques pour honorer la nature sacrée du terrain de sépulture sous l'hôpital et des recommandations pour des approches thérapeutiques prenant en compte les dimensions psychologiques et spirituelles de la maladie. « Que ferez-vous maintenant ?» demanda le docteur Aldrich, bien qu'il soupçonnât que l'avenir de Latoya était aussi mystérieux que son passé. « Je continuerai le travail que j'ai toujours fait, » répondit-elle. « Il y a d'autres lieux où les morts doivent parler à travers les vivants, d'autres communautés qui doivent affronter leurs histoires cachées. Le don que je porte n'est pas seulement le mien. Il appartient à tous ceux qui sont prêts à servir de pont entre les mondes. » Le matin du 1er mars 1847, Latoya disparut simplement. L'infirmière de nuit rapporta qu'elle l'avait vérifiée à minuit et l'avait trouvée endormie paisiblement. Lorsque l'équipe du matin arriva, son lit était rendu vide, ses quelques affaires avaient disparu, et il n'y avait aucun signe de la manière dont elle avait quitté le bâtiment. La seule trace de sa présence était le médaillon en laiton qui restait sur l'autel de la chapelle, exactement à l'endroit où elle l'avait placé. Le docteur Aldridge passa les mois suivants à mettre en œuvre les changements recommandés par Latoya. Il établit de nouveaux protocoles de soins pour les patients, mettant l'accent sur l'importance de comprendre l'histoire familiale et le contexte culturel de chacun. Il créa des groupes d'hommes de soutien pour les patients confrontés à ce qu'il appelait le traumatisme hérité et développa des approches de traitement combinant intervention médicale et guérison spirituelle et psychologique. Plus significativement, il travailla avec le révérend Whitmore pour créer un jardin commémoratif sur le terrain de l'hôpital dédié à tous ceux qui y avaient été enterrés sans reconnaissance. Le jardin comprenait des pierres portant les noms prononcés lors du rassemblement dans la chapelle, ainsi qu'un monument central reconnaissant la nature sacrée du terrain et l'engagement de l'hôpital à honorer tous ceux qui avaient souffert là. Ces changements eurent un impact profond sur l'efficacité de l'hôpital. Les résultats des patients s'améliorèrent considérablement. Le turnover du personnel diminua et l'institution gagna une réputation de soins prenant en compte non seulement les symptômes physiques, mais aussi les sources plus profondes de la souffrance humaine. Cependant, la véritable nature de ces améliorations ne fut jamais reconnue publiquement. Les rapports officiels du docteur Aldridge décrivaient Latoya comme une patiente souffrant de troubles dissociatifs et répondant bien aux interventions thérapeutiques. Sa capacité à influencer d'autres patients était attribuée à la psychologie positive et à l'importance du soutien par les pairs dans le processus de guérison.
Le rassemblement dans la chapelle fut consigné comme une expérience réussie de thérapie de groupe, démontrant l'intérêt de permettre aux patients de partager leurs expériences dans un environnement bienveillant. Ces récits épurés satisfirent les critiques de l'hôpital et permirent à l'institution de poursuivre son travail sans ingérence politique. Cependant, le docteur Aldridge conserva des dossiers privés détaillés de ce qui s'était réellement passé, espérant que les générations futures seraient mieux préparées à comprendre et accepter les vérités plus profondes sur la guérison et la conscience humaine révélées par Latoya. Les 3 ministres, ayant été témoins des événements, peinaient à interpréter ce qu'ils avaient vécu. Le révérend Blackwood passa des mois à étudier l'histoire de sa famille et créa finalement un fonds pour soutenir l'éducation des enfants issus de familles affectées par l'esclavage. Le révérend Marsh incorpora dans ses sermons des éléments de ce qu'il avait appris sur le traumatisme hérité, aidant sa congrégation à comprendre comment les fautes des générations précédentes pouvaient affecter les familles contemporaines. Le révérend Whitmore devint un défenseur de ce qu'il appelait la guérison intégrative, affirmant que la véritable médecine devait prendre en compte les dimensions spirituelles et psychologiques de la souffrance humaine. Les patients ayant participé au rassemblement dans la chapelle conservèrent leur expérience pour le reste de leur vie. Beaucoup déclarèrent que l'événement avait fondamentalement changé leur compréhension d'eux-mêmes et de leur place dans le monde. Ils développèrent une sensibilité inhabituelle à la douleur des autres et la capacité de réconforter ceux confrontés au deuil ou au traumatisme. Certains devinrent des guérisseurs informels dans leur communauté, aidant les autres à traiter des histoires familiales difficiles et des blessures héritées. Le docteur Aldridge continua de pratiquer la médecine pendant 30 ans de plus, mais son approche avait été à jamais transformée par ses rencontres avec Latoya. Il devint un pionnier de ce qui serait plus tard appelé médecine holistique, insistant sur l'importance de traiter les patients comme des êtres humains complets, plutôt que comme de simples collections de symptômes. Ces méthodes influencèrent une génération de médecins qui développèrent des approches plus globales de la guérison. De manière remarquable, plusieurs de ces médecins rapportèrent avoir rencontré des patients semblant posséder des capacités similaires à celles de Latoya, des individus porteurs de mémoires ancestrales, capables de percevoir les sources profondes de la douleur d'autrui et servant de pont entre les vivants et les morts. Ces cas furent rarement documentés dans les dossiers médicaux officiels, mais ils suggéraient que le don de Latoya n'était pas unique, qu'il existait d'autres personnes portant des fardeaux similaires et remplissant des fonctions similaires. En 1877, 30 ans après la disparition de Latoya, le docteur Aldridge reçut une lettre d'un collègue de l'Ohio décrivant le traitement d'une jeune femme correspondant à la description de Latoya et démontrant les mêmes capacités. Des rapports similaires provenaient d'hôpitaux en Virginie, en Pennsylvanie et en Caroline du Nord, impliquant toujours une femme d'ascendance mixte, apparemment dans la vingtaine, parlant des langues inconnues et aidant patients et personnels à affronter des vérités difficiles sur leurs histoires personnelles et collectives. Le docteur Aldridge commença à suspecter que Latoya faisait partie d'un phénomène plus large, un réseau d'individus portant la responsabilité de préserver et de partager des souvenirs réprimés. Qu'ils soient donc toutes des manifestations de la même conscience ou des individus séparés dotés de dons similaires, restait un mystère qu'il ne résolut jamais. Il passa ses dernières années à compiler ses dossiers et à réfléchir aux implications de ce qu'il avait observé. Dans sa dernière entrée de journal, écrite juste avant sa mort en 1889, il exprima sa conclusion finale sur l'affaire qui avait défini sa carrière. « J'en suis venu à croire que ce que nous avons observé en 1847 n'était pas une anomalie, mais un aperçu de la véritable nature de la conscience humaine et de la communauté. Nous ne sommes pas des individus séparés, mais faisons partie d'un réseau interconnecté d'expériences s'étendant sur plusieurs générations. Ceux comme Latoya, capables d'accéder à ce niveau de connexion plus profond, remplissent une fonction vitale,
Ils nous aident à nous souvenir de ce que nous avons choisi d'oublier, à guérir des blessures qui traversent les siècles et à maintenir les liens qui nous relient à nos ancêtres et à nos descendants. La médecine moderne se concentre sur le traitement des symptômes individuels, mais la véritable guérison exige de s'attaquer au traumatisme collectif qui façonne nos communautés et notre monde. Le médaillon en laiton resta sur l'autel de la chapelle jusqu'à ce que l'hôpital soit démoli en 1923 pour laisser place à un établissement médical moderne. Selon les archives de démolition, le médaillon ne fut jamais retrouvé parmi les artefacts du bâtiment, laissant certains spéculer qu'il avait été emporté par quelqu'un qui en comprenait l'importance. D'autres pensaient qu'il était simplement retourné à la terre d'où il venait, sa mission accomplie. Aujourd'hui, le site où se tenait la Blessed Mercy Infirmary est occupé par un petit parc. Peu de visiteurs connaissent l'histoire du bâtiment ou les événements extraordinaires qui s'y sont déroulés en 1847. Cependant, ceux sensibles à ce genre de choses rapportent ressentir un sentiment de paix inhabituel dans la zone, comme si la terre elle-même se souvenait de la guérison qui avait eu lieu et continuait d'offrir du réconfort à ceux qui en ont besoin. L'histoire de Latoya soulève des questions profondes sur la nature de la conscience, la réalité de la mémoire ancestrale et la possibilité que certains individus servent de pont vivant entre passé et présent. Que ces phénomènes épriment des explications naturelles encore inconnues de la science ou qu'ils représentent un véritable contact avec des réalités spirituelles reste une question d'interprétation personnelle. Ce qui ne peut être contesté, c'est l'effet transformateur que la présence de Latoya eut sur tous ceux qui la rencontrèrent. Les patients qui la rencontrèrent, le personnel qui s'occupa d'elle, et les leaders communautaires confrontés aux implications de ces révélations, rapportèrent de tous que l'expérience avait fondamentalement changé leur compréhension de la guérison, de la connexion humaine et de l'importance de reconnaître les vérités difficiles du passé. Peut-être plus significativement, l'affaire démontre que la guérison, qu'elle soit individuelle ou collective, exige plus que le traitement des symptômes superficiels. La véritable récupération nécessite que nous affrontions les sources profondes de la douleur, reconnaissions comment le traumatisme historique continue d'affecter les communautés actuelles et créons des espaces où les voix réprimées peuvent enfin être entendues et honorées. Le mystère de qui Latoya était réellement, comment elle avait acquis ses capacités extraordinaires et où elle est allée après avoir quitté l'hôpital ne sera peut-être jamais résolu. Mais son héritage perdure dans les villes qu'elle a touchées et dans la compréhension qu'elle a partagée sur la relation complexe entre passé et présent, entre souffrance individuelle et guérison collective, et entre traitement médical des symptômes et travail plus profond sur les blessures spirituelles et psychologiques qui traversent les générations. Cette affaire terrifiante nous rappelle que certaines des leçons les plus importantes de l'histoire ne viennent pas de ceux qui détenaient panier le pouvoir, mais de ceux qui portaient le fardeau de se souvenir de ce que d'autres avaient choisi d'oublier. Dans notre monde moderne, où l'on se concentre souvent sur l'avenir et l'oubli du passé, l'histoire de Latoya suggère que le véritable progrès exige de se tourner aussi vers le passé, de reconnaître la souffrance qui nous précède, d'honorer ceux qui ont été oubliés et de comprendre que les morts continuent de parler à travers les vivants d'une manière que la science commence à peine à comprendre. Que pensez-vous de cette affaire troublante du Massachusetts en 1847 ? Croyez-vous que certaines personnes peuvent réellement porter des souvenirs ancestraux ? Ou pensez-vous qu'il existe une explication plus conventionnelle à ce que les médecins ont observé? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si cette histoire vous a glacé le sang, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour découvrir d'autres mystères sombres qui remettent en question tout ce que nous pensons savoir sur la conscience humaine et les liens cachés entre passé et présent. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous que les histoires les plus terrifiantes sont souvent celles qui nous obligent à remettre en question la nature même de la réalité.